pas à boire, les gars? Pour démarrer? Non, mais Vous voulez une bière? C'est bon? Cool. Allez, ça part. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avec ou sans sucre. On est dimanche et qui dit dimanche, bien sûr, dit nouvel épisode et dit surtout nouvel invité. Et je sais que vous l'attendez depuis très longtemps. Vous m'avez demandé, est-ce qu'on peut avoir Florent Père dans le podcast? Eh bien, il suffisait de demander. Le voici, mon Flo. Salut, ça va? Comment je suis trop contente. Mais moi aussi, ma nénesse. On va faire que rire, je vous le dis tout de suite. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent en podcast audio, Florent Père et moi, on a partagé... Non, toujours pas. Mon Flo, toujours pas. Mais on a partagé l'aventure, par contre, Danse avec les stars ensemble, il y a 2 ans. C'était en 2022, si je dis pas de bêtises. Aventure exceptionnelle. C'est la première fois que je partageais la scène avec un humoriste, après avoir partagé la scène avec un sportif. Ensuite, avec un comédien, j'ai eu un comédien et un humoriste. Et un danseur. Et un danseur professionnel. Et c'est vrai que j'ai passé ma saison à rire, à prendre énormément de plaisir sur le parquet. Et on va revenir évidemment sur l'aventure. Mon Flo, je ne vais pas pouvoir t'appeler Florent. Mais je t'appellerai ma nénesse. Bah, voilà. Tu sais que tu es la seule, hein. Personne ne m'appelle Flo. Je déteste ce surnom. Et moi, ça passe? Nénesse, non, je pense que... La nénesse, c'est terrifiant. Tu détestes aussi, bien sûr. Je déteste, ouais. Bien sûr que toi, c'est pas pareil. Vous allez voir, on s'apprécie évidemment énormément. J'aime bien laisser l'invité se présenter dans Avec ou sans sucre. T'aimerais qu'on te présente comment? Quand je serai décédé, tu veux dire? Non, toujours maintenant. Qu'on me présente comment? Tu vas dire en règle générale ou comment je vais me présenter là? Non, comment t'aimerais qu'on te présente quand t'arrives sur un plateau? Parce que j'imagine que c'est... Je vais couper ce portable. Ouais, coupe-le. Est-ce qu'on peut dire à la voisine d'enlever ses talons? Oh, tu vas voir, elle peut être très agaçante, cette voisine. Quand t'arrives sur un plateau, j'imagine que c'est Florent Père, humoriste, comédien. Mais en fait, c'est qui, Florent Père? Oh putain, je n'étais pas du tout prêt à ça. Non, bah, souvent on dit que humoriste. Et c'est très bien. Parce que c'est comme ça que je suis rentré dans le game, si tu veux. Tu vois, donc après, les gens, ils ont un peu de mal à se décoller. Voilà. Mais non, comment on me présente c'est compliqué, ce que tu me Ouais, demandes. je sais. Et comment t'aimerais être présenté? Mais comme on me présente actuellement, ça me va. Je me rends compte maintenant que je fais partie du paysage depuis un petit moment, si tu veux. Donc, les gens ils me connaissent, quoi. Donc, pour eux, je suis humoriste, comédien. Ils me voient ils me voient surtout dans One Man. Ils me voient dans des émissions comme Des Vendredis de Tes Permis où ils ont bloqué là-dessus, tu vois. Ou On ne monte qu'un rire quand j'ai démarré. Mais maintenant, ils commencent à prendre l'habitude de me voir aussi dans des fictions au cinéma ou à la télé. Donc, j'ai l'impression que je suis identifié pour les gens comme humoriste, comédien, acteur et chercheur à la NASA. Ouais, au danseur moins maintenant. Bah, bien sûr. Beaucoup. Ouais, beaucoup d'ailleurs. Je pense. Est-ce que le ballet de New York t'a enfin appelé? Of course, my dear. Est-ce que tu as parlé de nous? Oui. Et ils voulaient qu'on refasse notre tango. Ok. Que nous n'avons jamais fait. Si, on a fait un tango. Oh là 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 là. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a 2 ans, donc on a partagé l'aventure Danse avec les stars. On est quand même allé loin dans l'aventure. Aussi loin qu'on pouvait cette année-là. Aussi loin qu'on pouvait cette année-là, c'était l'année de Billy Crawford. Billy Crawford, Carla, pardon. Carla, qui est mon invité également dans le podcast. Comment il s'appelle notre ami d'Israël? Stéphane Le Gars. Oui. Ils sont 12 danseurs. Donc ça s'appelle plus Danse avec les stars, ça s'appelle Danse avec les danseurs. Voilà. Et le 4e qui avait une grosse communauté, surtout sa danseuse. Ok Thomas? Qu'est-ce que tu fais toi derrière ça? Moi je savais pas, j'avais que Billy Crawford. Je dis Billy Crawford il est imprenable. Après tu discutes avec Carla. Ouais, moi j'ai fait sport études danse contemporaine et conservatoire danse classique pendant 12 ans. Enfin t'as 18 ans. Ah ouais. Attends, t'es quand même allé hyper loin dans l'aventure. Oui, aussi loin qu'on pouvait, c'est pour ça que c'est ma fierté. J'aurais fait cette saison. J'aurais gagné, mais bon. Ouais. Tout est possible, mon Flo, tu sais. Non, c'était une aventure dingue. On en reparlera après parce que c'est vrai, j'ai presque l'impression qu'il y a eu pas totalement, mais il y a quand même eu un petit avant et un après Danse avec les stars, surtout dans les yeux du public aussi qui a pu te découvrir différemment. Avant tout ça, j'aime bien parler rapidement de l'enfance des invités dans Avec ou sans sucre. C'est quoi tes souvenirs d'enfance? Ça ressemble à quoi? Je savais que tu allais faire ça. Je te connais un peu trop, Marc. Un peu trop, c'est vrai. Non, ça ressemble à une enfance très, très heureuse. Vraiment très, très heureuse. À la campagne, en Ardèche, vraiment, c'est Mougli. Hein.
C'est-à-dire que je vivais dans la forêt. Ah bah, moi, j'ai vraiment grandi à la campagne et j'allais à l'école à pied à travers la forêt. Vraiment à la campagne, quoi. Et donc, j'allais dans une école où il y avait... on était 17 élèves dans la même classe de la grande section au CM2 avec une maîtresse. C'est une école à l'ancienne. Bah, c'est l'école de la petite maison dans la prairie, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, j'ai sauvé l'école. Non, parce que mon frère et ma sœur y étaient, mais j'ai beaucoup d'écart avec mon frère et ma sœur. Enfin, j'ai 8 ans et 9 ans d'écart avec mon frère et ma sœur. Ils étaient allés dans cette école. Et petite école, voilà, qui allait fermer parce qu'ils étaient que 15. Et je crois que c'est le minimum, je ne sais plus. D'accord. Et donc, l'institutrice a appelé ma mère en disant, il en est où, Florent? Elle dit, il a 5 ans, il passe le bac l'année prochaine. Il évolue normalement. Non, il va rentrer, je ne sais plus si c'est petite ou grande section. Bon, bref, en tout cas, elle a ouvert une section maternelle pour moi. Pour sauver l'école, enfin pour qu'il y ait un élève de plus, pour pas que ça ferme. Et donc j'allais dans cette école et c'était, je partais à pied de ma maison, j'avais 2 potes de mon quartier, t'as compris qu'il y avait des maisons à côté dans la campagne, et on partait avec notre cartable à travers les bois. On avait genre 20 minutes, 25 minutes, 4 fois dans la journée, parce qu'il n'y avait pas de cantine. À 3 ou 4. Sans adultes. Sans adultes, sans portable, sans rien. Ouais. Je partais... L'insouciance de l'époque, quoi. On ferait plus ça aujourd'hui, je pense. Non, on devrait le faire. Ouais, mais il n'y avait pas CNews ou BFM. Et donc, c'est génial. Donc, c'est un gros souvenir. Ouais. Te dire à quel point ça m'a marqué, c'est que le week-end dernier, j'étais chez mes parents, donc en Ardèche. Tu habites toujours au même endroit? Toujours au même endroit. Okay. Enfin, pas la même maison, mais voilà. Et à chaque fois que j'y vais, je vais dans la petite forêt que je traversais quand j'allais à l'école. Il y a un arbre, parce que tu connais ma... Oui, je monte à cet arbre, comme quand j'étais gamin, et je fais des méditations dans l'arbre, je fais des câlins. Je peux te croire. Et je me revois, gamin, passer avec mon cartable et tout ça, et c'est toujours, ça me touche vachement à chaque fois. Pourquoi ça te touche? Parce que tu te rends compte de tout ce que tu as accompli depuis? Non, c'est pas des moments d'introspection comme ça où je dis waouh, où t'en es et tout, mais... même si je le fais, mais là, ces endroits-là, non, c'est vraiment, je me revois petit bonhomme en train de passer là, je trouve ça trop mignon, et j'ai eu une enfance, et c'était ça tout le temps. Je descendais jamais à la ville, quoi. Et je jouais dans les arbres, je jouais dans la forêt, et je descendais de temps en temps. Donc c'est ça mon enfance, et des parents hyper aimants, et puis des souvenirs voilà, après... Je me souviens être déjà, et pourtant j'ai commencé le théâtre très tard, avoir mon petit tiroir avec mes accessoires, mes lunettes, un faux nez, des oreilles, des machins. Et chaque fin de dîner, je partais. Et ma mère, elle me dit, c'est pas possible, on dirait que t'as bu. Chaque fin de repas, j'avais une témon, comme ça, je devenais complètement zinzin. Je faisais chier ma sœur, je faisais des sketchs. C'est en toi depuis toujours, en fait. Ouais. Et il y avait la cuisine, et j'allais dans le salon, j'avais mon tiroir, tac, je me mettais un nez, et j'imitais le médecin de famille, mon instit, le pharmacien, le machin, et mes parents étaient morts de rire, et j'ai fait ça. Mais ça te vient d'où, cette passion pour faire rire les gens, pour imiter, parce que on t'a aussi connu de base pour ça. T'as vu quelqu'un à la télé, t'avais des idoles? Oui, les inconnus, et je regardais, alors personne dans cette pièce était né à ce moment-là, j'imagine, mais je regardais La Classe, qui était un truc sur la 3, le soir à 20h, qui était un des ancêtres dans Monde qu'en rire, si tu veux, mais c'était, t'avais un présentateur, j'ai oublié son nom, Fabrice, qui faisait le maître. Et c'était une classe où tu avais Muriel Robin, Palmade, Bigard, Chevalier Las Palais, enfin bon, voilà... La totale. RIP Paix à leur âme. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu vois, toute une génération qui commence à être un peu âgée. Et moi, je regardais ça tous les soirs. C'était ton rendez-vous? Tout le temps. Et les inconnus, et pas les nuls parce qu'on n'avait pas Canal, mais je connaissais. Et puis De Funès, et beaucoup d'humour. Et beaucoup d'humoristes. Mais jamais j'ai dit à mes parents. Je veux faire ça? Non. J'imitais, je refaisais tous les sketchs de Michel Leb, il avait un truc où il faisait la ponctuation, qui était un sketch qu'il avait repris d'Anniké, qui est un humoriste anglais, il refaisait des sketchs de... j'ai oublié. Bref, et je l'imitais, il a un truc sur la ponctuation où il faisait la virgule, le machin, là. Tout le temps. Tout jeune? Ouais. Et, tu comprenais déjà cet humour? En tout cas, cet humour te faisait rire. Ça me faisait rire, j'écoutais Les Grosses Têtes... Non, mais je te jure, j'étais très branché humour. Mais... Et tes parents disaient quoi de tout ça? Ils étaient morts de rire, mais ils se sont jamais dit, et j'ai jamais demandé, tiens, on va lui faire du théâtre, tiens, j'étais un clown, quoi. Mais
J'ai jamais demandé, et j'ai fait de la danse, j'ai fait du piano, j'ai fait du tennis, j'ai fait 1000 activités comme tous les gamins, jamais de théâtre. Et pourquoi jamais de Je théâtre? sais pas, j'en sais rien. Il y avait peut-être pas de cours là où tu étais? Si, parce que, si, il y avait, ça aurait été, c'est sûr que c'était pas la Comédie Française, mais il y aurait eu un cours de théâtre. Il y avait des cours de danse, donc on aurait trouvé un cours de théâtre si j'avais demandé. Donc tu nous dis, tu faisais un peu de danse, tu faisais beaucoup de sport, tu étais très sportif. À partir de 10-12 ans, mais avant, non. Avant, je faisais du vélo, je grimpais aux arbres, je me roulais dans tous les l'herbe. gamins, mais justement. Je mangeais des chauves-souris et des J'étais limaces. Mowgli, quoi, finalement. À partir de 10-12 ans, sport à fond. Ouais, sport à fond, parce que je rencontre, il y a un monsieur qui est devenu comme un oncle maintenant, qui est venu, mon père avait un restaurant et une boîte de nuit. Ah oui, c'est vrai. Dans laquelle j'ai grandi. Et on l'a toujours, hein, d'ailleurs, mais mon père est à la retraite depuis un petit moment. Et donc le restaurant est en gérance. Et il y a un monsieur qui s'appelle Patrice, qui est arrivé gérant du restaurant, qui à l'époque devait avoir l'âge que j'ai là, je pense, une quarantaine d'années. Hyper sportif, gaulé comme ça, et que du sport, que du sport, que du sport, que du sport. Et mon père, il n'y avait pas tellement de sportifs dans ma famille. Enfin, si, mon grand-père, pardon, hyper sportif. Et lui, il m'a mis au sport. Ce qui tombait pas mal parce que je tape pas bouboule à cette époque-là. J'avais bien les gâteaux et le Nutella au goûter. Toi qui manges plus Fini comme toutes ça ces aujourd'hui, on en conneries, parlera après, parce que tu as un mode de vie très sain. Et donc, il m'a mis au sport. Et je faisais déjà du VTT, tout ça, là, le sport que tu fais à la campagne, mais lui, il m'a mis au sport. Et puis, je l'ai idolâtré, quoi, parce qu'il était musclé et tout, machin, je voulais être comme lui. Et donc, sport à mort. Après, j'ai découvert le ski nautique quand mon père a acheté un petit bateau où il y avait des skis dedans. Et de là, je me suis passionné pour le ski nautique. Mais quand je te dis passionné, c'était obsessionnel. Et puis, je suis rentré en sport-études. Et le sport a pris toute la place dans ma vie à partir de 10-12 ans et jusqu'à ce que je découvre le théâtre. Alors, le sport prend toute la place dans ta vie, mais tu es quand même toujours quelqu'un de très drôle, qui aime faire rire les autres, qui aime faire rire tes copains, tes potes à l'école. Toujours. Est-ce que, à un moment donné, quand même, dans cette période de vie, tu te dis, putain, pourquoi pas moi aussi monter sur scène? Ou alors c'est vraiment le sport, et aucunement, tu te dis, il est possible que ma vie soit celle qu'elle est aujourd'hui? Non. Putain, c'est ouf. Ouais. Quand je retrace, que je me dis à quel point j'ai toujours aimé l'humour, à quel point on aime l'humour dans ma famille. Mon grand-père m'a beaucoup marqué, je lui ressemble énormément. Et c'était vraiment... drôle comme toi? Il était drôle, il prenait beaucoup de place. C'était la figure de la famille. Et dès qu'on faisait des repas, j'ai des souvenirs de repas de famille qui étaient gargantuesques, parce que c'est une famille de bons vivants, donc ça picolait, ça mangeait, on se mettait à table. Enfin, il se mettait à table à 11h du matin. Et il sortait de table à 5h du matin. Ouais, d'accord. T'as compris? Il ne bougeait pas. Et c'était Rabelais, quoi. Et le lendemain, mon grand-père, dans sa maison, alignait toute la bouteille de vin en disant « Alors, on a picolé tout ça, mon pote !» Tu vois, bon, vraiment, ils n'étaient pas patrons de boîte de nuit pour rien, quoi. Ouais. Et ça mangeait, ça buvait, ça ripaillait, quoi, tu vois. Et mon grand-père en bout de table qui racontait qu'il y avait des anecdotes et genre des sketchs quasiment où à chaque Noël, on lui disait raconte-nous la fois où t'as fait ça. Bon, d'accord. Et là, il partait, gars, il te faisait des... Et toi, devant ton grand-père, tu en faisais des sketchs? Il était mort de rire quand il te regardait? Ouais. Ouais. J'avais pas des sketchs, mais j'avais mon petit moment quand même. Il sentait que tu avais cette fibre comme lui. Oui, oui. Okay. Et puis dans la boîte de nuit de mon père, il y a eu un DJ ensuite, mais d'abord c'était des musiciens qui faisaient danser les gens. Et puis mon grand-père, ma tante faisait danser les gens. Mon père pianiste, il chantait, mon grand-père chantait, ma tante chantait, et moi je chantais dans la boîte. J'avais mon petit, pas tous les soirs, je n'étais pas exploité, mais quand je venais, j'avais... je sais pas, 5-6 chansons du Patrick Bruel, que je chantais. Et on m'écoutait, la salle pleine, et je chantais. Donc c'est quoi ton rêve de gamin? Alors à ce moment-là, tu veux faire quoi dans la vie? Je veux être Richard Gere dans Pretty Woman. Waouh, tout simplement. Je te jure que c'est ça? Oui. Mais non, tu te fous de moi. Vu que tu déconnes tout le temps, non, je sais jamais où est la réalité. Je suis très sincère depuis le début, t'as vu? Je te donne tout, là. Non, j'avais un gros délire. Déjà, t'es fou de Pretty Woman. Okay. Mais fou. Et pas amoureux de Julia Roberts. Non. Qui était très belle et tout, tu vois, mais je trouvais qu'il avait la classe. Tu voulais quoi? Je voulais être un homme d'affaires, riche, je me mettais à l'arrière de la bagnole. Mon père conduisait, je me faisais ces délires-là des fois. Et tu sais, on vendait les paquets de clopes en chocolat, là. Oui, oui. Ouais. Et je me mettais à l'arrière, je me mettais une clope comme ça, et j'étais homme d'affaires. C'est génial. Je ne sais pas pourquoi, mon père n'est pas du tout un homme d'affaires. Déjà, en fait, moi c'est ça que je trouve trop bien. En fait, la fibre, elle était déjà là, t'imitais déjà beaucoup, sans t'en rendre forcément compte. Non, mais après, la fibre de l'humour, de la chambrade, de la vanne et tout, ma famille est comme ça.
sa chambre sec, comme dans le sud, même limite des fois tacle, tu vois. J'ai vu mon grand-père prendre la parole et faire des sketchs. Mon parrain aussi était assez un bon orateur. Tu vois, je les ai vus raconter des anecdotes de leur. Tu te souviens quand on a fait ça, et là, ça prenait une demi-heure où tout le monde se tapait sur le bide, et moi, je restais à table avec eux, avec les adultes, et j'adorais l'humour, j'adorais faire rire. J'ai toujours adoré charmer d'une manière et être celui qu'on aime bien, et voilà, toujours, de enfant, adolescent, tout le temps. Donc ça s'explique, si tu veux. Mais j'avais pas l'envie, et j'aimais beaucoup. Je regardais beaucoup Bébel, De Funès, MacGyver. Alors j'avais des journées entières ou des semaines entières où j'étais Bébel. Donc je me disais comment, mais ça allait de comment on ouvre une porte, comment on se lave les mains, comment donc Bébel dans mon imaginaire, c'était voilà, il n'y avait pas de. Donc quand j'étais Bébel, je jouais au bac à sable, mais je jouais au bac à sable en me salissant les mains. J'étais viril, tu vois, je ouvrais les portes comme ça, je me comme ça. Puis après MacGyver, j'avais remarqué qu'il était assez délicat, tu sais, quand il y avait des gros plans sur ses mains qui bricolaient, donc là il était assez délicat. Donc là j'ouvrais comme ça. Mais tu avais 1000 personnalités, quoi. Ouais. Et je les imitais, et voilà. Et puis je jouais beaucoup. Ça me fait penser à mon spectacle d'aujourd'hui, c'est que. Mais ça, tous les enfants le font. Mais mon frère et ma soeur sont plus grands que moi. J'avais mes potes du quartier, mais des fois j'étais tout seul, tu vois. Et j'étais dans le jardin et je pouvais jouer 1 heure avec 4-5 personnages que j'imaginais autour de moi. Je faisais toute une histoire, je me battais, machin. Voilà. Donc quand rétrospectivement, tu dis, mais c'est logique en fait. D'ailleurs, il n'y a personne qui me connaît depuis toujours qui dit c'est étrange que tu te donnes. Alors non, c'est pas étrange. Mais moi, ce que je trouve étrange, c'est que tu n'aies jamais pensé à vouloir faire ça de ton métier. En fait, c'était une passion. Non, c'était un mode de vie, en fait. C'est une personnalité. Ouais, c'est un mode de vie. Mais après, quand je suis rentré en sport-études, je ne pensais pas non plus, avant d'un coup que je me blesse, que je pense au théâtre et tout. J'ai toujours été le plus rigolo, en tout cas celui qui voulait l'être. J'ai toujours attiré l'attention. Je me suis toujours mis tout le monde dans la poche, les entraîneurs, le direct, mais toujours. Ouais. Et j'ai toujours voulu être ça, mais je le comprends rétrospectivement, si tu veux. Mais j'ai mes potes du sport-études là qui m'ont connu à 15 ans. À 15 ans, je me mettais, t'avais tout le monde en bas. Moi, j'étais à la fenêtre de ma chambre, tout seul, et je leur disais des conneries. Ils disaient, Florent, fais-nous ça. Et moi, j'étais debout sur le rebord de ma chambre, complètement débile. Et je leur faisais des sketchs, des machins, tu vois, donc je me mettais déjà en scène, si tu veux. Alors, comment arrive justement ce switch de t'es sportif, t'es très sportif, t'es en sport-études, t'as envie de faire ça plus tard, du coup, j'imagine que c'est quand même... Bah oui, alors bon, quand je rentre en sport-études ski nautique, j'identifie pas que le ski nautique, c'est pas le foot et que tu deviens pas pro. Enfin, tu vois, je rêve juste... Oui, je rêve d'être pro en ski, mais ça existe quasiment pas ou peu. Et oui, mais j'arrive déjà à 15 ans, j'ai déjà 10 ans de retard, si tu veux, sur la formation d'un sportif de haut niveau. Tu sais ce que c'est pour la danse, tu vois. Bon, commence pas un sport à 10-12 ans, enfin, si tu veux vraiment atteindre le très haut niveau. Et je suis rentré dans ce sport-études un peu par chance, parce qu'il y avait de la place, et que physiquement, à 15 ans, j'étais déjà assez développé et tout ça, quoi. Mais pareil, mes 3 dernières, j'y suis resté 7 ans, ce qui est un record pour tous les athlètes. Personne n'est resté aussi longtemps. Et la dernière année où je commence à faire du théâtre et tout ça, l'entraîneur me dit, tu sais, ça fait quand même 2-3 ans qu'on te garde parce que tu fais du bien au groupe. Hein. Ouais. Et moi aussi, j'avais compris que je ne serais pas à haut niveau. Mais ce qui fait que ça switch, c'est que bon, je m'éclate le genou à 19 ans en trampoline. Je me luxe le genou. Je fais des chandelles comme ça, donc je monte très haut. Et d'un coup, je monte. Je sens un énorme coup sur le côté. J'entends un bruit de bouteille de cristalline que tu as... Et je monte et je regarde et j'ai la jambe comme as. Non. Et tu fais du trampo pour ton plaisir là, à ce moment-là ? Non, c'était entraînement hivernal quand on ne pouvait pas skier pour les repères dans l'espace et tout ça. Oh. Et là ? Et donc, rotule ici, tibia là, enfin genou, luxé, donc vraiment comme ça. Heureusement, je tombe. Déjà, il faut me remettre la luxation. Je me dis, putain, ils vont me faire comme dans les bronzés, ils vont me mettre une gifle et ils vont retendre. Mais en fait, c'était même pas possible. Il a fallu m'anesthésier, faire une anesthésie générale pour réduire la luxation. Après, j'ai eu 2 mois de plâtre, comme ça, tu vois. Après, j'ai été opéré 3 fois. Ça m'a bloqué 1 an et demi. Avec le médecin qui m'enlève le plâtre la première fois où j'ai 2 mois de plâtre, donc j'ai une cuisse comme ça. Ouais, de grenouille. Et il convoque mes parents et moi et il dit, il ne refera pas de sport, le petit, quoi. Et j'ai 19 ans et je ne rêve que de sport. Et là, c'est la douche froide ? Moi, je dis oui, d'accord, mais je refais du sport. Tu connais. Ouais. C'est même une connerie, je trouve, dans le sport de haut niveau, de glorifier comme ça la douleur. Tu vois, c'est bien sûr que je vais revenir et tout, machin.
Mais avant même que je me blesse, j'étais déjà suivi pour mes genoux et le gars disait mais il a 18 ans, il a les genoux d'un mec de 40 ans. Arrêtez de lui faire du ski, c'est complètement con. Et il a déjà les genoux abîmés et tout. Mais qu'est-ce que j'aurais dit à mes parents s'ils m'avaient dit arrête, tu vas avoir mal aux genoux à 40 ans. De toute façon, tu peux me dire ce que tu veux. Donc voilà, je suis revenu, j'ai refait de la compétition. Il y a 3 disciplines dans le ski, le saut, le slalom et les figures. J'étais plutôt très bon, enfin en tout cas prometteur. En saut, parce que j'avais le gabarit, l'état d'esprit et tout, mais une fois que tu as mal au genou, le saut, franchement moyen, donc j'ai arrêté le saut. Je me suis spécialisé en slalom où il faut être grand. Bon, t'as compris que j'avais pas de gabarit. Et voilà, et petit à petit, mes rêves, je voyais bien, je prenais conscience que j'avais pas un niveau exceptionnel. Mais t'es triste quand tu prends conscience de ça? Non. Ou c'est juste une fatalité? Ah, à ce moment-là? Ouais. Pas tellement, parce que le haut niveau dans le ski nautique me fait plus rêver du tout, parce que c'est pas... les athlètes de haut niveau dans le ski nautique ne sont pas à la hauteur de mes fantasmes du sport de haut niveau, parce que c'est un sport détendu, il n'y a pas la rigueur que j'imagine moi dans le sport de haut niveau. Moi, mes idoles quand je suis en sport-études, c'est mes potes triathlètes qui s'entraînent 6 heures par jour, qui mangent très sainement, qui dorment, qui regardent tout ce qui... Alors que les skieurs, c'est si tu as la glisse, si tu as le truc, t'es doué, ça va. Tu vois, ça m'arrivait d'être en compète, de voir un mec écraser son pétard avant, alors que moi j'étais là en train de faire des échauffements depuis 8 ans. Et lui, il arrivait, il écrasait sa clope, il partait, il skiait comme un dieu, et moi comme une merde. Tu vois. Et donc petit à petit, ça cassait mon délire du haut niveau. Ouais. Donc petit à petit, j'en suis. Et puis quand tu te lèves à 20 ans le matin, que tu n'arrives pas à descendre les escaliers parce que tu as mal au genou, que tu as le dos bloqué, que machin, et que tu sais qu'un footballeur ou un rugbyman se fasse violence en disant si je peux faire une carrière, vivre des trucs exceptionnels, gagner suffisamment d'argent pour mettre ma famille à l'abri et tout, bon bah tu te fais violence. Mais là, pour devenir quoi Et puis surtout, j'ai découvert le théâtre. Quand est-ce que tu prends ton premier cours de théâtre justement? Tu t'en souviens? Ouais, bien sûr. Grâce à une prof de psycho en STAPS, parce que donc, j'étais en fac de sport, donc STAPS. Là pareil, où je suis moi quoi, et on est... le genou. Non, on est en cours de psycho, elle nous évalue sur notre capacité à prendre la parole en public. Toi, ça va. Toi, c'est pas trop mauvais. Et donc, pour l'évaluation, elle dit vous pouvez faire des scénettes, des sketchs, des machins. Et je fais un sketch d'Eli Kaku, mais sans me dire putain, je vais faire un sketch, machin. Non, je vais faire un sketch, j'adore Eli Kaku. Vie, ouais, voilà, je choisis ça, mais. Et je fais What the day today, tu vois, bon, je le fais. Et je me suis acheté j'ai loué la panoplie. La truc de curé. J'ai découpé mon petit poisson pour me coller dans le dos. Et je la prends par cœur. Je suis là, bon bref. Et elle me met 18. Et la classe est pliée de rire. Et puis elle me prend à part après. Elle me dit, écoute, tu devrais quand même creuser de ce côté-là. Hein. T'as quand même un petit truc. Je suis bon, bah oui, franchement. Mais j'y pense pas du tout. Et quand elle me dit ça, je me dis pas waouh. Et je me dis, c'est pas faux, écoute, bon. Et je vais dans un atelier théâtre, en plus de mon sport-études, mais qui est l'atelier théâtre des papiers et des mamies, quoi. Ouais. C'est le jeudi soir, et t'as que des retraités qui viennent passer des petites scénettes, tu vois. Et voilà, et je me souviens très bien y aller. Mon premier sketch, je suis venu avec un sketch de Fernand Reynaud, le tailleur. Donc là, je vous parle de trucs, les gars, je sais que je vous ai perdu. C'est vraiment un humoriste d'il y a longtemps, mais qui était une de mes idoles, quoi. Tu stresses quand t'arrives dans ce premier cours? C'est un peu l'inconnu? Certainement. Ouais. Oui, je me souviens pas très bien, mais ce que je sais, c'est que je fais des sketchs, puis d'un coup, le prof dit, bon, on a compris, maintenant tu vas me faire ce texte-là. Et il me donne un poème de Victor Hugo. Tout autre registre. Rien à voir, mais j'aime, quoi, et j'attends le jeudi soir avec impatience, et puis je me mets à lire Molière. Alors dans mon sport-études, tout le monde est là, ça va l'artiste, tu vois, parce que bon, lire... en sport-études. Donc nous, on faisait des pompes, on se regardait torse nu devant la glace. Regarde, j'ai des abdos, t'as vu cette veine là? On s'évanouissait, je te jure que c'est vrai, on s'évanouissait tellement. On passait le temps dans le reflet de la glace à faire regarde. Celle-là, tu la passes. On tombait sur le lit. Donc autant te dire que les favoris de Scapin, bizarre. Mais je me souviens très bien de cette époque où d'un coup, alors que mes parents, pas le théâtre, mais la culture cinéma, ils m'ont vraiment ouvert, quoi. Mais après, je suis parti en petit bourrinos du sport, quand même. Et je me mets à lire et à découvrir et machin. Et j'attends le jeudi soir. Et puis, en fait, après, il y a aussi le mardi. Je fais mardi, jeudi. Et puis, à un moment, au bout de 3 mois, je dis au prof, je veux monter sur scène. J'ai envie, quoi. Et il me donne le premier rôle d'une pièce pas comique du tout. Et qu'on joue dans l'auditorium de Saint-Raphaël, mais il y a quand même 300 places. Et j'ai tous mes potes du sport-études qui viennent et je les fais pas du tout rire.
Et c'est une pièce très sombre où je fais un mec en prison, soupçonné de viol, tu vois. Et le rideau s'ouvre et je suis dans une prison. Bon, c'est quand même un atelier théâtre, on n'est pas non plus, c'est pas les décors de. Voilà. Et je me souviens très bien, le rideau s'ouvre et je suis dans dans ma prison, déjà roulé en boule, en train de machin, et j'entends. Ça se moque. Parce que j'ai mes potes du sport-études qui, eux, me voient tout le temps le cul à l'air. À montrer les veines. Ouais, à leur faire Jim Carrey, à faire The Mask. Je faisais quand même tous les soirs, je toquais à la porte de tout le monde pour dire bonsoir avec mon cul quand même. Ça m'étonne pas. Comme Jim Carrey. Tu te souviens que dans Ace Ventura, il parlait avec son cul. Et tous les soirs, je toquais aux portes, les mecs ouvraient, je faisais et bonne nuit. Et donc là, voilà. Ouais, donc là d'un coup, et là, ils avaient le gars qui faisait ça, qui mettait le feu aux portes avec un déodorant. Je faisais comme ça. Je mettais le feu avec un briquet, je toquais à la porte et les mecs ouvraient. Ah, il y avait des flammes. Ouais. Et là, ils ont le gars qui est là. Je souffre et tout, donc j'entends. Et je crois que c'est pire. C'est plus violent pour avoir vécu les deux. D'entendre ricaner quand tu veux émouvoir que de ne pas faire rire quand tu veux faire rire. Tu vois. Donc je me dis, waouh, putain. Là, déstabilisé là. Ouais. Et c'est là que tu vois où tu es à ta place, où tu n'es pas à ta place. C'est qu'en sport, j'ai jamais tenu la pression, mais jamais. Et que là, j'ai la sensation que ça se moque un peu. Je fais pas un pain de texte, pas un pain de mise en scène. Et je vole, quoi. Et c'est la révélation. Et pendant 2 heures après la fin de la pièce, je suis comme si j'avais pris un extra, quoi. Je suis satellisé. Et le deuxième soir, pareil. Et le troisième soir, pareil. Et je me souviens très bien, mon père n'avait pas pu venir parce qu'il tenait encore la boîte à l'époque, mais ma mère était là. Et je me souviens d'aller dormir à l'hôtel avec elle et de parler toute la nuit de ce que ça me faisait, du théâtre, du machin, du nana. Et ça m'a plus jamais quitté. Et là, j'ai pris conscience que j'aimais être sur scène, quoi, que j'aimais jouer, que t'aimais, mais que tu voulais faire ça de ta vie aussi. Ah, bah, ça paraît, tu sais ce que c'est, je pense que quand tu as décidé, ou c'est peut-être pas pareil, mais en tout cas, c'est un moment quand tu dis je veux devenir comédien, bon, on dit ouais, c'est loin, quoi, hein, c'est pas ton monde, quoi, c'est vraiment, même si, tu vois, mon père pianiste, je suis quand même né dans une famille d'artistes, mais pas de gens du business. Oui. C'est des artistes qui ont une sensibilité artistique, bon, voilà, mais pas des gars, pas des gens du showbiz, quoi, qui sont dans le game, pas du tout. Quand je vois comment mon fils grandit dans l'environnement dans lequel il grandit et la sensibilité que ça développe et tout, ça n'a rien à voir. Moi, à son âge, bah, j'étais accroché aux arbres. Hein, donc c'est comme ça. Hein, mais, alors comment tu arrives à Paris, ça ressemble à quoi pourquoi tu arrives à Paris? Tu te dis, si je veux faire ça de ma vie, je suis obligée de venir à Paris, je viens tenter ma chance? J'arrive à Paris la première fois parce que mon prof de théâtre des cours de mamie, qui a 2-3 petits jeunes quand même, il est content de les avoir parce que bon, tu vois, ça fait plaisir. Ah oui, et puis lui, il a envie aussi, tu vois, de monter. Donc il y a 2 garçons, voilà, 2 nanas et moi, je crois, où vraiment il pousse un peu, tu vois. Et puis après la pièce, il en parle un peu à ma mère. Il dit, Florent, il a un truc, il faudrait pousser un peu. Elle dit, oui, ok, bon, voilà. Elle voit que moi, je suis mordu. J'ai mon préparateur physique de l'époque du sport-études et qui était préparateur mental. Et donc, il se bagarrait pour que j'arrête de craquer au moindre enjeu. Parce que quand je te dis que je craquais sous la pression, mais on m'appelait le crackers dans tout le sport-études. Ah ouais. C'était pitoyable. Je me suis fait pipi dessus dans ma combinaison à une compétition, tellement j'avais peur. Terrible stress. Oh là là. Mais je pouvais faire des concours de lancer franc au basket où je jouais pas trop mal. Je t'en mettais 30 d'affilée. Comme ça, tu me dis on joue un coca. J'en mettais plus. Hein. Putain, c'était fou. Ouais. Je gérais pas du tout. Dès qu'il y avait un enjeu, impossible. Et là, et je me souviens de cette phrase de mon préparateur physique que je vois toujours, qui me dit bah, je t'ai vu à ta place. Là, tu es à ta place. En compète, je suis pas sûr. Et donc, ça fait son chemin et ça arrive à un moment où je me suis blessé, où je crois moins au sport et machin. Et donc, mon prof dit à mes parents, il faut qu'ils montent à Paris, il faut qu'ils tentent le conservatoire et tout ça. Et j'avais 21 ans ou 22 ans à l'époque, c'était la limite d'âge pour le conservatoire, donc c'était cette année ou jamais, quoi. Donc, je suis rentré au cours Florent. Mes parents qui suivaient toujours, donc stop au sport-études, stop à la fac, j'avais fait une école de commerce, la fac, machin, mais non, je voudrais faire du théâtre. Bon, bah vas-y. Et ma mère qui me disait toujours, nous on voulait que tu fasses médecine de toute façon, donc on avait prévu 10 ans, donc t'inquiète pas, t'as le temps, te mets pas le stress, donc trop mignon. Bah, tu connais mes parents, tu vois bien l'ambiance. Ils sont incroyables. Et donc je monte au cours Florent pour ça, pour préparer le conservatoire. Donc tu viens vivre à Paris? Je viens vivre à Paris. Seul? Stupeur, torpeur, angoisse, c'est-à-dire que moi je viens de l'Ardèche ensuite de la Côte d'Azur. Sport-études. 70 copains tout le temps, des chambres où on dort à 2 ou 3 parce que c'est un internat. Et là, et jamais la ville. Ouais. Jamais.
Et je Tu étais déjà venu à Paris en vacances avant? Jamais. Non, donc là, J'avais peur à 15h dans Paris, je croyais que j'allais me faire égorger dans le métro et tout. Moi, tellement on avait dit le vrai petit provincial, mais plus que ça, le campagnard, quoi. Ouais. Et je suis arrivé là, ma proprieuse, c'était une prostituée. Je peux pas te croire. Je te Pourquoi jure. ça tombe que sur toi, les trucs comme Tu ça? sais, toi, tu vois la petite anecdote, je te la fais rapido. On me dit évidemment, comme tous les provinciaux, 15 août, mais t'as pas ton appartement? Mais t'auras jamais d'appartement à Paris, c'est impossible de trouver un appartement à Paris le 15 août parce qu'on en a trouvé un, mais ça s'était annulé, je sais pas quoi. Bon, bref, mes parents, pareil, hyper provincial, hyper provinciaux. Et puis on en trouve un, genre 15 mètres carrés à Pigalle. Bon, il faut prendre ça. Donc on y va. Sans savoir que le quartier de Pigalle peut être un petit peu chaud. Si, mais bon. Ouais, pas plus que ça, quoi. C'était un peu en dessous de Pigalle, mais voilà. Et on y va. Et on arrive au rez-de-chaussée, mon père, et il y a salon de massage, Gina détente. Oui, bah d'accord, ok. Et mon père fait, si t'es fatigué, tu pourras te faire masser, machin, en van, quoi. Tu vois, j'ai déjà 22 ans, hein. J'ai vu le loup. Et arrive la propriétaire de l'appartement, un peu âgée, blonde peroxydée, j'en rajoute pas. Bon, bah allez, je vais vous faire visiter, montez avec moi, machin. Bon, 15 mètres carrés, c'est assez vite visité. Ça va vite la visite, ouais. 15 mètres carrés, vaguement insalubre et tout. Tu fais, ok. Bon, bah voilà, je vous laisse faire le tour. Si vous avez besoin de moi, je suis en bas, je m'appelle Gina. Et donc Gina détente, c'est moi. Et elle repart, mon père il me dit, c'est Gina. Je dis, ah ouais, c'est chelou. Bref, j'ouvre la douche, fuite. Je dis, bon, bah, faut que j'aille lui dire. Je descends, je suis dans le hall d'entrée et je vois une porte avec écrit Welcome sur le. J'ouvre, là, la sonnette fait Bienvenue. Bienvenue. Là, la porte s'ouvre sur un boudoir en velours rouge avec des photos de femmes à Languille. Et derrière moi, j'entends, mais qu'est-ce qu'il fait là? Bah, faut pas qu'il rentre par là. Et je me retourne, là, Gina, blonde peroxydée, bah non, lui, il rentre pas par là, lui, hein, il rentre par là s'il veut venir me voir et machin. Et en fait, elle faisait. Alors, je sais pas, vu son âge, je suis pas sûr qu'elle se prostituait, je pense qu'elle faisait peut-être des massages et tout, mais j'entendais toute la journée, bienvenue, bienvenue. Donc, je peux dire qu'elle avait des clients. Donc, attends, t'as quand même pris cet appartement, t'es resté? Il y avait que ça. Mon Dieu. J'avais que ça, avec mes parents qui m'avaient tout préparé en me disant, oh, ma mère disait, ça va être une petite bonbonnière, tu vois, pour dire, tu vas être bien. Alors qu'en fait, c'était premier étage, j'avais un vis-à-vis qui était là à ta cheminée, j'avais pas de lumière, 15 mètres carrés, que je faisais bouillir de l'eau, les murs suintaient de l'eau tellement c'était humide, voilà, c'était une horreur. T'es resté combien de temps dans cet appart? Je suis resté l'année scolaire, quoi, tu vois, mais bon, c'était très compliqué, la vie à Paris pour moi. Ça t'a pas de temps plus que ça. C'était un indien dans la ville. Le cours Florent t'a plu ou pas? Le cours Florent m'a plu en part, oui, parce qu'on jouait. Mais je me sentais pas, j'avais l'impression que j'étais pas comme eux, que j'étais un petit sportif, qu'il y avait rien à faire là et tout. Voilà, et puis on a vécu un drame dans ma famille cette année-là aussi, qui a rendu toute cette expérience très compliquée. Et malgré tout, j'avais déjà fait de la télé cette année-là. J'avais déjà, j'étais allé passer un casting pour une émission qui s'appelait Casting Live à l'époque, qui était sur M6, enfin qui était sur Fun TV, qui appartenait à M6, sur le plateau du Morning Live. Donc moi, grand fan de Michael Youn et du Morning Live. On a reçu d'ailleurs Vincent Dezania dans le podcast. Bah, c'était, tu vois, une de mes idoles, quoi. Et je me dis, putain, je suis sur le plateau du Morning Live et tout. Et je fais ce casting live où on voulait voir si tu pouvais être un bon animateur. Et je le fais. Et Anime, du coup. Bah, oui, enfin, animation. Mais moi, je fais que des sketchs. Pour leur montrer que moi, je veux faire des sketchs. Mais là, ils cherchent un animateur. Mais bon, j'y vais, bon. Et ils me rappellent. Il me rappelle, mais j'ai déjà quitté Paris. Je dis à mes parents, je peux pas. Et puis le drame qu'on a vécu a vraiment secoué ma famille et moi beaucoup. Et tout seul à Paris et tout, c'était pas fait pour toi. Non, mais j'avais l'impression que je devenais fou, quoi. J'ai même quitté un théâtre. Je suis allé voir État critique avec Gérard Jugnot, où il jouait un critique littéraire qui a vécu dans l'ombre de Hugo, de Victor Hugo, toute sa vie. Et ça le rendait fou, de jalousie, de machin. Et Jugnot était tellement fort que sa folie m'est parvenue, mais vraiment, j'avais les fils qui se touchaient, quoi. Et je devais surtout être un peu en dépression et tout, parce qu'on vivait quelque chose de très dur et tout ça, mais j'ai eu à ce moment-là la sensation que le théâtre allait me rendre fou, mais fou, pas vraiment zinzin. J'avais l'impression d'être trop sensible, quoi, tu vois. Je sentais la folie du mec sur scène et tout. Je suis rentré chez moi, j'avais des angoisses et tout. Je dis non, mais bon, stop, c'est pas pour moi, je suis trop sensible et tout. Et j'ai fui, je me suis barré, j'ai fui Paris. En 24 heures, j'ai vidé l'appartement, je suis retourné en Ardèche, du soleil, des oiseaux, des copains qui font du sport, voilà. Et pourtant, tu et M6 m'a rappelé un mois après en me disant on t'a vu sur Fun TV, on va te faire présenter ça. Je suis allé le faire. Puis après, bon, bref. Mais j'ai dit non. J'avais trop peur. Et puis j'avais peur de la précarité de ce métier et tout ça. Et à 24 ans, 25 ans, j'ai déjà
ressenti ce qu'un mec qui passe à côté de sa vie ressent quand tu lèves la tête à 40 ou 50 ans, tu dis putain, je suis représentant en fenêtre et en fait, j'aurais toujours voulu être chanteur, quoi. Tu vois. Et je l'ai senti à 24 ans, déjà. Tu vois, quand je suis retourné en Staps à Marseille, j'étais là avec mes potes sportifs et sensation tout, mais là, d'inachevé. du tout, j'avais l'impression de pas du tout être à ma place. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là et tout, mais ça m'a pris un an et après, je suis reparti. Le public te découvre vraiment dans l'émission On ne demande qu'à en rire, sur France 2, présentée par Laurent Ruquier. Vous êtes toute une bande d'humoristes. Vous allez, franchement, je pense que vous êtes 99% des humoristes à avoir fait carrière aujourd'hui. Ça ressemble à quoi, ce changement de vie, quand tu passes de l'anonymat le plus total, on peut le dire, à cette projection télé qui est énorme? Laborieux, comme souvent pour moi, quoi. Parce que je suis déjà comédien avant ça. Ça fait 3 ans que je vis de mon spectacle, que j'écume les cafés-théâtres de province, que je suis déjà très heureux d'être comédien et de gagner ma vie avec ça. Mais t'en veux plus quand même? Toujours. Je suis très ambitieux du moment où... Mais de toute façon, quand je me suis mis à faire du sport, je voulais être le meilleur. Et quand je me mets à faire du théâtre, c'est pas pour jouer avec des mamies une fois par an. C'est pour devenir comédien. Voilà. Donc, j'ai toujours travaillé beaucoup. Et dès que j'ai eu un one-man et dès que j'ai mis un pied dans un café-théâtre à Marseille, puisque c'est là que j'ai commencé, j'ai regardé pour jouer d'autres pièces, et devenir intermittent très vite et tout. Mais ça fait 3 ans, quand je fais En demande qu'à en rire, ça fait 3 ans que je vis de ça, que je fais le festival Avignon, que je progresse un peu chaque année, que mon agenda se remplit, que je gagne ma vie, que ça va, quoi. On vient te chercher pour On ne demande qu'à en rire ou tu postules? Oui, assez. Alors moi, j'ai fait partie des mecs qui disaient cette émission ne doit pas exister, c'est honteux. Pourquoi je me prenais pour Dupontel, très rebelle et tout. Pourquoi c'était quoi? Parce que je voyais pas pourquoi on allait se faire juger, nous donner des notes, on est des artistes, d'où on me juge. Parce que alors peut-être que certains ne connaissent pas du tout le principe de l'émission. Est-ce qu'en quelques mots tu peux résumer à quoi ressemblait cette émission, parce qu'elle s'est arrêtée. Attends, j'ai plus les dates. Est-ce que c'est pas en 2014 l'arrêt de l'émission? C'est 2010. C'est là que tu dis putain, ça fait très longtemps. C'est 2000. Toi, tu y seras de 2010 à 2014. Et attends, j'ai un truc à te dire. Tu vas faire 75 sketchs écrits et interprétés, dont 71 notés et 4 en tant que pensionnaire historique de la 4e saison. Et tu vas avoir des notes, je crois que c'est 87 sur 100 ton score de moyenne, ce qui est quand même énorme. Mais est-ce que tu peux nous résumer un petit peu l'émission? Oui, c'était une émission avec un jury. C'était présenté par Laurent Ruquier. Tu avais un jury de 3. Alors, très vite, c'est devenu 3 professionnels de ce métier, des metteurs en scène, des comédiens, des humoristes. Mais au début, quand je voulais pas la faire, c'était des gens qui venaient faire leur promo. Donc Miss France, un mec qui a écrit un bouquin, qui connaît rien à l'humour. Et qui va te dire, peut pas forcément moi juger, je mets quoi. 2. Pourquoi Miss France, elle va mettre 2? Parce que c'est pas drôle, c'est parce que c'est d'écrire, de jouer, de machin. Ça me plaît. Vraiment, ça me déplaisait. Mais très vite, c'est devenu un jury de gens du métier. Un thème qu'on te donne 3 jours à l'avance, généralement un thème d'actu, mais pas forcément actu politique, ça pouvait être n'importe quoi. On a retrouvé un chat coincé, machin, j'en sais rien. Et tu dois écrire un sketch avec ça, 3 minutes. Mais tu descends et ils ont des buzz. Et au bout de 10 secondes, ils peuvent te buzzer parce que c'est déjà chiant pour eux. Donc c'est très violent. Donc tu peux rentrer, tu jettes tes tripes sur là, puis tu as 300 personnes sur le plateau, des caméras de télé, c'est un plateau de télé. Après, il y avait 1 million, 2 millions de gens qui regardaient ça. Donc tu descends avec ton petit sketch, tu commences à jouer, et il y a eu des gars ou des nanas qui ont commencé, et voilà, 3 buzz, puis terminé. Quelle horreur! Enfin, c'est un peu le Incroyable Talent d'aujourd'hui. Oui, voilà, tu vois, t'arrives et tout le monde te buzz. Ouais, voilà. D'accord. Okay. Et donc... tu vois, et donc moi au début, j'étais venu à Paris pour essayer de vendre mon spectacle, parce que ma metteur en scène de l'époque avait un théâtre, elle m'a dit allez viens, tu vas tenter ta chance à Paris, maintenant t'es prêt. Donc je repasse de café-théâtre en province où il y a des villes où j'ai une autorité, on me connaît dans le café-théâtre, et donc je vends des places un peu à l'avance et tout, tu vois, donc j'arrive et je fais des complets, des machins, donc des places, des salles de 50, 100 places, mais puis ça commence à marcher, ça va être long mais ça commence à marcher. Et là tu reviens à Paris où tu rejoues devant 5, 6 personnes, bon. Mais cette émission fait un grand bruit dans le monde des humoristes. Des scènes ouvertes, des machins, on dit tu vas le faire, toi non je vais pas le faire, je vois pas pourquoi moi j'ai à la télé, machin, oui, tu devrais le faire parce que tu sais. Et puis j'en vois des potes qui étaient avec moi avant s'envoler quoi, en 1 mois ou 2, ou d'un coup on parle d'eux dans la rue et tout. Et donc là du coup tu te dis pourquoi pas moi? Je passe une nuit à re-regarder, je parle beaucoup avec un metteur en scène d'un duo qui était star à l'époque dans le truc, qui passe une soirée à me croquer le cerveau, à me dire réfléchis bien Florent, tu te rends pas compte, ça peut changer ta vie, tu vois, hein. Ma metteur en scène avait fait, encore plus vieux, Le Petit Théâtre de Bouvard, donc, mais c'était pareil, le même genre.
Et elle me dit, la télé peut changer ta vie, Florent. Je te jure que là, tes idéaux, qu'ils aillent tous se faire foutre, voilà. Et puis, si tu prends pas de risques. Et je passe une nuit à regarder les replays. Enfin, c'était pas vraiment des replays à l'époque, mais. Et je vois que l'émission a évolué, que le jury a évolué. Puis en fait, je crois que j'ai très, très envie de la faire. Mais ça fait que quelques mois que l'émission existe, on est d'accord du coup, Quelques mois. Et moi, ça fait un mois que je suis arrivé à Paris, que je joue devant 5 personnes et que je revis Paris qui est dur et machin. Nan, nan. Et comme par hasard, je ne sais pas pourquoi. Le lendemain, la directrice de casting de cette émission m'attend, vient voir mon spectacle devant 10 personnes, voilà, et m'attend à la sortie et me dit, voilà Florent, on a entendu parler de toi parce que dans les festivals, dans les machins, on aimerait bien que tu viennes faire l'émission. Et là, je me dis, bon, c'est un signe quoi. Donc je vais le faire. Tous mes potes qui étaient les Che Guevara de l'humour, t'as un vendu, tu as baissé ton froc à la télé, machin, là, là, et je le fais quand même. Hyper compliqué, le premier sketch, c'est de track et tout. Je fais 4-5 passages. T'arrives à mieux gérer le track par rapport à avant ou pas? Ou tu te liquifies toujours autant, non, ça va mieux? dans le spectacle, beaucoup moins. Mais étonnamment pareil, dans les festivals où tu joues 10 minutes de spectacle et que tu as un jury, ça existe aussi ça, avec d'autres humoristes et tout, j'étais nul. Et là, révélation, la télé-révélation. Ouais, dur, le jugement, le machin. Je fais 4 passages, je me pète le tendon d'Achille en direct sur l'émission. Mais non. Bah ouais. Et tu fais quoi? Pourquoi? Comment? Bah, je fais un sketch où je fais un retraité du cirque. Bah, donc, je veux faire un numéro très visuel. J'ai un déambulateur. Je fais des équilibres comme au bar parallèle sur le là. Mon déambulateur, ça devient un cheval, un machin. Je fais tout avec mon déambulateur. Voilà, le sketch est plutôt assez rigolo. Et à un moment, je fais 3 petits sauts comme ça pour monter à l'équilibre sur le truc. 1, 2, 3. 3, bah comme sur le trampoline. Ouais. Et comme je joue un petit vieux, je fais aïe, 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 aïe. Alors tout le monde, c'est dans le sketch. Tu vois la vidéo, je suis livide et tout, et je vais au bout du sketch avec l'adrénaline et tout, et quand je remonte les marches, parce que tu descends, je sens mon pied qui fait quoi ça, et je touche et je sens un fil et le mollet qui est pas vraiment remonté, mais quand même, et c'est mort quoi. Et donc là, je m'effondre parce que l'émission, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Chaque semaine, on nous dit, on ne sait pas si l'émission va durer parce que les audiences ne sont pas encore ouf et tout, machin. Okay. Et moi, je me dis, bon, c'est mort. Là, j'ai 2 mois, 3 mois d'arrêt, les béquilles, le machin, c'est foutu. Donc, je suis quand même une belle déprime. À ce moment-là, ma chérie de l'époque me largue comme une vieille crotte. Donc là, donc je vais chez papa et maman. Et combien de temps d'arrêt? Que un mois, parce que je reviens avec les béquilles. Je suis revenu dans l'émission avec les béquilles et tout. Donc, je suis devenu le grand corps malade en Monde qu'à en rire, où je faisais mes sketchs avec mes béquilles parce que je voulais trop, quoi. Mais tu sens que en Monde qu'à en rire, ça change ta vie? Oui. C'est en train, mais déjà les béquilles. Déjà, en 6 passages, c'était encore l'époque de la télé, même ça marche encore maintenant, tu vois, où d'un coup, pouf, t'es propulsé et tu marches dans la rue, on fait mais vous n'êtes pas le mec en béquille. Je me souviens d'un videur de boîte de nuit où j'arrive comme ça, il me voit avec mes béquilles, mais t'es le mec en béquille de la 2. Punaise, c'est ouf. Je suis c'est moi. Et rentre. Donc tu vois qu'il y a un impact. Mais au-delà on te reconnaît en l'espace de quelques mois. Mais je renais de mes cendres, si tu veux. C'est-à-dire que je suis à terre en décembre. Plus de tendon d'Achille, plus de copines, plus de spectacles, plus de télé, c'est fini. Et à la force de mes copains et de mon mental, je remonte, et février, mars, avril, et avril, la salle est pleine 2 semaines à l'avance. Bah oui, moi, mon petit théâtre de 90 places du 5e arrondissement qu'on galérait à remplir, je me souviens arriver en scooter, de finir d'enregistrer l'émission, passer avec le casque fermé et voir toute la file d'attente qui remplissait la rue et dire putain, c'est pour moi, et je passe en scooter comme ça. Ils ne me voyaient pas, j'étais en casque, c'était pour moi et tout. Et ça, on a fait péter des standards de théâtre parce que le mardi, tu jouais, tu faisais ton sketch, jeudi, je serai au théâtre de Toulouse, machin. Et les gars de Toulouse m'appelaient, mais qu'est-ce qui s'est passé là? On a des coups de fil, on a le standard qui a pété et tout. Donc oui, ça a changé ma vie. Ça a été le tremplin. Après, tout va s'accélérer. Tu vas faire plein de choses dans ta carrière. Tu vas monter sur scène avec ton spectacle. Tu vas jouer. Là, elle se dit, ok, il est très bavard, je vais accélérer un peu sa vie, sinon on fait un podcast de 3 semaines. Tout va très vite dans ta vie et dans ce podcast. Parce que là, on en est à tes 22 ans. Tu as 44 ans. Gars, tu nous as saoulés. Non, mais tu vas faire plein de choses. En fait, on ne peut pas parler de tout parce que tu fais tellement de choses. Donc, tu joues dans des comédies, vas jouer dans des. Après, on va te voir en télé, dans plein d'émissions de télé aussi avec Arthur. Arthur produit d'ailleurs tes premiers spectacles. Si je dis pas de après Monde qu'à en rire, il faut passer encore un gap, quoi. Et Arthur et Vendredi tout est permis seront le truc qui va faire que ça élargit le public qui me connaît. Parce que Monde qu'à en rire, c'était ça. C'était 2 millions de fous furieux, un peu fanatiques, génial, qui nous couraient après dans la rue, qui remplissaient nos salles, certes. Bien sûr. Mais tu te décalais de ça dans cette tranche, personne ne te connaissait. Et Vendredi t'es permis, ça a été beaucoup encore plus large. Et Et puis après,
Après, j'ai travaillé et ça s'est enclenché, si tu veux. On t'appelle pour faire des films, pour faire des séries, pour faire des comédies, pour faire plein de Ouais. choses. Dans quel univers tu te sens le mieux? Sur scène, quand tu joues la comédie, quand tu joues des personnages plus durs, quand tu es dans une série, qu'est-ce que tu préfères faire? Franchement, Oh, mais quelle horreur! Excusez-moi. alors, tu sais, Inès, ma vie, elle est longue à raconter. J'espère qu'elle a 3 semaines. Non, mais je suis heureux partout. T'aimes tout? Franchement, oui. Mais oui, parce que du moment que je joue, Hmm. je me dis, mon métier, c'est jouer. Comme toi, ton métier, c'est danser. Ouais. Tu vois, c'est déjà, la phrase est folle. Tu vois, Oui. je sais pas, hier, je sais plus, j'étais au téléphone avec mes parents. Bon, ma femme, enfin, tu le sais, ma femme est comédienne aussi. Ouais. Et je dis, Virginie n'est pas là, elle travaille. Enfin, elle joue. Et c'est génial. Mais ça n'existe pas, ça, tu vois. Donc, après, j'ai passé plus de temps sur scène que partout ailleurs, si tu veux. Et c'est Moi, vrai je t'ai vu que. sur scène. Mm. Je suis venue voir plusieurs fois ton spectacle. Ouais. Et d'ailleurs, on va en parler puisque tu as une date spéciale aux Folies Bergères. Tout à La fait. dernière date qui a lieu. L'ultime. Le 19 janvier 2025, 2025. Aux Folies Bergères. Et ce sera l'ultime date de Waouh. ce spectacle. Alors, on vous mettra le lien en cliquable sous la S'il vous vidéo. plaît. J'ai eu la chance d'aller voir Florent jouer 2 fois ce spectacle. Ça fait déjà 2 ans que je ne l'ai pas vu, donc j'ai hâte de revoir le show. Tu sais que j'ai des personnages que j'adore dans ce spectacle. Tu joues une quinzaine de personnages, je pense. Ouais, un peu plus, ouais, 20, 25. Une ouais. vingtaine de... 20, 25 Une vingtaine de personnages dans un même spectacle. C'est incroyable. Alors, c'est pas alors, je te l'ai toujours dit. C'est pas un spectacle d'humour comme j'ai du mal. C'est-à-dire que moi, les spectacles d'humour où les premiers rangs se prennent une rafale de trucs un petit peu malaisants, c'est pas pour moi. Ça me touche pas. Là, Flo, toi, ton spectacle, c'est une comédie musicale. Mais il est tout seul, le gars, sur scène. J'ai pas les moyens d'avoir une troupe. Non, mais en fait, on a l'impression que tu es avec ta troupe. Donc, tu es avec ta troupe. Si je fais un petit pitch, ça s'appelle Nature. Tu es avec ta troupe. Vous allez monter sur scène. Tu vas jouer plein de personnages. Mon personnage préféré, tu le sais, c'est... Oh bah c'est Maurice. C'est Maurice. Oh bah ma petite Inès, bien sûr. C'est mignon chez vous. Hein, Je c'est l'adore. un petit intérieur. Maurice, qui est le régisseur du spectacle. Qui est comédien. Non, c'est le régisseur, c'est Jean-Claude. Le régisseur, c'est Jean-Claude, faut que que tu j'aime aussi reviennes, tu beaucoup. Ouais, faut que je revienne. Non, Maurice, c'est un vieux comédien qui est dans la troupe et qui, lui, fait du théâtre, voilà, qui porte sa voix. C'est pas l'imitation de Jean-Pierre Mariel, que j'admire énormément. Et ouais, c'est un spectacle. On sent que tu sens que tu es à l'aise, que tu es à Ah la oui, maison, non, mais quoi. la scène, c'est chez moi. Ouais. C'est ma maison, c'est un endroit où je me sens pas en danger. Alors que tu as des tas de comédiens qui disent, mais comment vous faites? Alors je dis vous, Oui. tous les humoristes, hein, parce que c'est un truc spécial, et tu as des tas de comédiens qui sont incapables d'être seuls sur scène. C'est terrifiant pour eux. Moi, je n'ai jamais peur. J'ai l'impression qu'il peut rien m'arriver. Avant que le rideau s'ouvre, 3, 2, 1, ça s'ouvre, il n'y a pas de stress. Il y a de l'adrénaline. Non, oui, une adrénaline, voilà. J'ai un trac qui te transcende, que tu connais, tu vois, qui te rend meilleur, qui te dit putain, je vais y aller. C'est pour ça qu'on fait ce métier, je crois d'ailleurs. Ouais, bah, bien sûr. Pour ressentir ça. Et j'ai plus le trac quand je dois jouer une pièce, quand je suis avec d'autres gens, que je peux mettre quand on faisait Danse avec les stars. C'était quand même moins mon élément, et surtout, on était tous les deux. Tu n'es pas le Donc, seul à je pouvais maîtriser. te mettre dans la Tu merde. peux mettre quelqu'un d'autre. Le one man, tout est permis. Tu as un trou de texte, tu fais une impro dessus, parce que je sais que je connais mes capacités, donc je sais que si j'ai un trou de texte, je vais faire une impro. Si je peux m'arrêter, dire au public, là les gars, j'ai fait n'importe quoi en fait, je viens de sauter 3 pages de texte, on va reprendre, d'accord, et tout. Ouais. T'es à la maison avec des potes, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Donc j'y suis très heureux, très à l'aise. Et il y a un truc qui est irremplaçable, quel que soit le tournage, tu vois. Je me souhaite d'avoir les tournages les plus spectaculaires possibles dans ma carrière, et peut-être qu'un jour je tournerai avec des gens que j'admire énormément et que je serai en face en me disant oh putain, je suis en train de tourner avec lui ou avec elle et tout. Bon. Mais être sur scène avec 80 ou 2000 personnes qui respirent avec toi, qui rient avec toi, qui sont dans ton rythme, un sourcil que tu lèves, hein, comme moi j'ai plein de vannes visuelles où d'un coup tu dis j'ai fait juste ça et ils sont morts de rire. La connexion, mais tu la connais, hein, tu sais ce que c'est d'être sur scène, elle est démente. Et ça, c'est irremplaçable. Et du coup, ça, tu ne le retrouves pas quand tu es dans des films, quand tu joues dans les séries. Mais qu'est-ce qui te plaît alors, du coup, à jouer des personnages, mais d'une manière complètement différente, sans avoir cette relation avec le public? Oui, c'est une autre forme de jeu, parce qu'il faut baisser un peu les radiateurs, là où tu joues très très large. Enfin, moi, sur scène, je joue très caricatural, des personnages très cartoon et tout. Donc, j'y vais franchement et comme un gamin, comme le petit Florent qui joue dans son jardin. Et quand d'un coup, tu es avec des caméras, il faut baisser, il faut être plus...
il faut jouer plus fin, quoi. Et puis c'est ce qui est fascinant aussi, c'est le faire, mais c'est l'univers, comment on offre du rêve et du divertissement aux gens. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai passé 4 jours à Londres à aller voir des comédies musicales dont je suis fan et où le niveau est fou. Je suis toujours impressionné, mais impressionné par ce que c'est d'être artiste, quoi. Je suis impressionné par leur niveau sur scène, mais chaque représentation que je suis allé voir là, j'ai pas pu m'empêcher, c'est des théâtres immenses, d'un coup de me pencher et de regarder le public, qui sont comme ça, de tous âges, en train de regarder des gamins chanter, danser, qui rient tous ensemble. Mais je me dis, putain, ces lumières, là, la technique, comment ils ont fait, comment on crée tout ce rêve, et que ça marche. Et c'est pareil quand tu fais de la fiction, quand tu es sur un plateau de tournage, maintenant que je comprends mieux tout ça, c'est comment on va fabriquer cet objet de rêve, de divertissement, et comment on part d'un truc écrit pour arriver jusqu'à un truc qu'on va diffuser en télé ou au cinéma. Et entre-temps, sera passé l'interprétation, le point de vue du réalisateur, les lumières, le gars qui va dire, tiens, attends, qui va dire au réalisateur, tiens, si on faisait ce mouvement de caméra-là, on va intensifier l'émotion. Et cette lumière, je l'aimerais mieux comme ça. Et puis après, on va faire le montage. Le monteur qui dit, regarde, si on enlève 2 secondes là, 2 secondes là, regarde comme c'est plus rigolo, ou comment c'est plus dynamique, ou comment c'est plus émouvant. C'est comment on fait, comment on fabrique. C'est ça qui me fascine. Sur scène, à la télé, on fabrique du divertissement Bien aussi. sûr. Comment d'un coup, Vendredi était permis fait marrer autant de gens. Pourquoi ? Parce qu'il y a Exporté quand dans même, le monde entier. il y a la science d'Arthur qui connaît le Oui. divertissement par cœur. Qui dit, ah ouais, putain, il est bon cette épreuve-là, mais c'est trop malin parce qu'en plus, les gens, ils peuvent jouer chez eux. Il y a tout ça. Il y a de divertir les gens, de rendre heureux les gens. Ça, moi, c'est mon. Depuis c'est mon toujours, quand tu leitmotiv nous as et raconté c'est- ton Ouais, ouais. enfance, on l'a compris. C'est que ça. C'est que, voilà. Donc, que ça soit au théâtre, en one man, avec une pièce, avec des vidéos sur les réseaux sociaux ou au cinéma, je kiffe, quoi. En fait, qu'importe le média, c'est le message qui va être diffusé à la fin. Ouais. On t'a vu au cinéma, beaucoup. On t'a vu dans des films. On t'a vu dans de nombreuses séries, notamment des séries sur TF1 dernièrement. Le fil d'Ariane avec Chantal là-dessous, notamment. Qui est ma meuf, je suis désolé de te le dire. Ne sois pas désolé, mon chouchou. Et là, je suis hyper contente parce que dans quelques jours, va sortir enfin sur TF1 ta propre série, Commandant Saint-Barth, que je vous conseille évidemment de regarder. Moi aussi. Cette série, je sais que c'est quelque chose que tu attendais, que je Ouais. pense que tout artiste attend, d'avoir sa propre série, d'être le premier rôle masculin de cette série. Tu m'as confié quelque chose, il y a quelques jours, on a déjeuné ensemble, et je vais me permettre de le dire ici, parce que ça m'a beaucoup touchée. Tu m'as dit, tu sais Inès, quand j'étais dans l'avion, je me suis rendu compte de tout ce qui m'arrivait, et je me suis mis à pleurer et à me dire mais quelle chance j'ai. En fait, j'ai trouvé ça trop beau parce que ta carrière, elle est assez incroyable et tout le monde te connaît. Je sais que les gens qui vont t'écouter seront ravis d'en apprendre plus sur toi et t'ont forcément vu sur scène, dans un film, dans une émission télé, au théâtre, qu'importe. Et là, en fait, de t'imaginer tout seul dans ton avion et te mettre à chialer parce qu'en fait, t'arrives à atteindre un but, quelque chose que tu t'étais fixé, je trouve ça quand même magnifique. Ouais, ça, tu vois, ça m'émeut encore, mais parce que le voyage était long et ça m'a permis un petit moment d'introspection, tu vois, où d'un coup tu dis, j'étais tout seul en plus, tu vois, puis j'avais tous mes textes, voilà. Et puis d'un coup, en fait, j'étais pris par le travail. Parce qu'il fallait beaucoup, tu me connais, moi c'est par le travail. Donc il y avait des textes que j'avais eu un peu tard parce que les auteurs étaient obligés de réécrire et tout, bon bref. Donc je dis bon là le vol il faut quand même, parce que j'arrivais évidemment toujours simple, je jouais la veille, la veille j'étais sur scène, je rentrais dans la nuit à Paris, je prenais l'avion à 14h, j'arrivais le samedi soir en Guadeloupe, je me reposais le dimanche et lundi on tournait. Et après, parce que la série était tournée en Guadeloupe. Tu étais parti 3 mois vivre en Guadeloupe, puisque cette série Commandant Saint-Barth, que vous retrouverez bientôt sur TF1, a été tournée là-bas. C'est ça. Et donc, je me dis, il faut que tu bosses pendant le vol et tout, machin. Puis à un moment, bon, je m'arrête un peu de bosser. Puis, et puis, je sais pas, je me pose, je réfléchis et je me dis, putain. Moi, je suis très comme ça, de toute ma carrière. Je suis très spectateur de ce qui m'arrive et je suis heureux quand j'ai rencontré Arthur, que je me suis assis sur le canapé dans son bureau. Je me suis dit, putain, je parle avec Arthur. Il va me proposer un truc et tout. Et là, je suis dans l'avion et je me dis, putain, ça arrive, quoi. Tu vois ? Tu l'attendais ? Oui, bah, bien sûr, je l'attendais. Oui, oui. Et puis surtout, un projet qui me plaît à ce point-là, qui me ressemble, que j'aurais pu m'écrire, qui est dans le registre que j'aime. Alors justement, c'est quoi Commandant Saint-Barth ? C'est qui Commandant Saint-Barth ? Le Commandant Saint-Barth, c'est un flic
qui vit sur une île. Alors, c'est tourné en Guadeloupe, mais c'est une île qui pourrait être genre Saint-Barth ou Saint-Martin, une île voilà, où il y a des gens friqués, des stars et tout. Et c'est un flic avec des chemises à fleurs, qui n'a pas de voiture de fonction, qui se balade en cabriolet et qui a une manière d'enquêter qui est pas... voilà, il fait du surf, il fait du ski nautique, il est détendu, il fait des vannes, il est solaire, positif, très cool, ultra cool, tu vois, il est cool. Il n'y a pas d'angoisse avec lui. Mais... il a un rapport à son père très compliqué, donc il a de vraies failles, donc c'est un gars très sensible. Et il a un truc, c'est qu'il enquête de manière... il ne peut pas regarder les cadavres sur les scènes de crime parce que... Ce qui est dommage quand même. Voilà, quand donc on dès enquête. qu'il arrive, il tourne le dos comme ça, mais bon, ça n'empêche pas qu'il a le sixième sens du flic. Et il prend un objet à la victime. Outrepassant toutes les règles de la police scientifique et tout ça, donc il prend ça, et avec cet objet de la victime, il va se mettre à la place de la victime et il revit ce que la victime vit, il se remet à la place. Si la victime est serveuse dans un resto de plage, il va faire le serveur pendant un temps pour... D'accord. Voilà. Mais surtout, il est cool, il est rigolo, il est sympa, il est positif, il est empathique. Est-ce que c'est pas un peu toi finalement ce personnage? Mais décuplé. En mieux, tu vois. Donc quand je l'ai lu, je dis putain, mais c'est moi, avec des trucs que moi j'ose pas faire dans la vie, que lui fait, quoi. Tu vois, moi j'ai à certains endroits des parts de timidité où j'y vais pas. Lui, il n'y a pas de timidité, il arrive. Mais à tel point que aujourd'hui encore, des fois je me dis bon, vas-y, arrête de bougonner et tout, fais ton Saint-Barth là, pense à la Saint-Barth. J'adore. C'est un mec que j'adore, c'est mon meilleur pote. J'adorerais que ce soit mon pote, Saint-Barth. Et si j'étais gamin, que je regarde Saint-Barth, je jouerais à Saint-Barth après dans mon jardin, tu vois. J'adore ce mec, j'adore ce personnage. Il y a beaucoup de moi dedans, mais avec des trucs en mieux, en plus, plus cool. Tu vois, j'ai pu y injecter des trucs de gars que j'admire, du Belmondo, un peu du Jardin, un peu de Brad Pitt, un peu... Il n'y a que moi qui sais ça. Mais il y a des trucs où je dis, ah là, je vais essayer de faire Brad Pitt. Parce que Brad Pitt, il est tellement cool. Il se déplace, c'est cool. Tout ce qu'il fait, c'est cool. Donc, tu dis, bon, là, attends, là, un peu... Et donc c'est aussi ce que je me dis, maintenant je te le dis avec, rétrospectivement, en plus le tournage qui s'est ultra bien passé, où j'ai tellement kiffé, mais dans l'avion je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais je sais ce que j'ai lu, je sais ce que j'ai travaillé, et je me dis putain, ça y est, t'as ta série, tes premiers rôles, tu vas être le leader de ce groupe et de ce projet, et je m'y suis investi de la fin de l'écriture jusqu'à... Donc tu as la possibilité, moi je suis fou de la manière de faire des Américains, très... dans le travail, très positif, très on y va, on a un projet, on va le faire, tout est possible et tout, machin, nana. Je me dis là, tu es à l'endroit où tu vas pouvoir faire ça aussi, tu vas pouvoir diffuser ça sur l'équipe. Tout était. Donc c'est vrai que j'étais dans cet avion et d'un moment, je me suis retrouvé à pleurer avec les larmes aux yeux en regardant par le hublot, en disant putain, mais t'es dans l'avion qui t'emmène. Ouais, c'est magnifique. Sur ta série, je l'ai bien attendu quand même aussi, tu vois. Tout va bien dans ma carrière, ça avance vite pour certains, moins vite que d'autres, tu vois. Bon. Mais. C'était là, quoi. Donc ça m'a beaucoup ému, ouais. Et puis ça m'a ému pendant tout le tournage. À quelques jours de la diffusion, justement, du premier épisode, tu te sens comment? Hyper excité parce que j'ai hâte que le public découvre ce nouveau personnage qui, je trouve, est quand même un personnage que moi, j'ai pas vu dans la comédie policière, qui est un genre qu'on voit beaucoup à la télé en ce moment et qui est hyper bien fait. Moi, j'ai pas vu ce genre de mec. Je trouve qu'il y a un potentiel dans cette série sexy, comique, comme dans HPI. Tu vois, c'est que Audrey Fleuron, on la trouve hyper sexy, mais elle est super drôle. Ah ouais. Et je trouve que le personnage de Saint-Barth est un personnage qui est quand même sexy, quoi, tu vois. Il y a le côté un peu magnum, chemise à fleurs, débardeur. Je me suis bien préparé physiquement parce que j'y suis souvent en torse nu ou tout nu et tout ça. Donc, yes. Mais c'est drôle parce que tu vois, tout ce que tu nous dis, ça fait penser quand même à des rêves que tu nous as donnés dans le podcast aujourd'hui. Bon, ski nautique, Commandant Saint-Barth adore le ski nautique. Ouais. Bon, toi, voilà. Commandant Saint-Barth adore se mettre tout nu. Bon, t'étais quand même tout nu à faire coucou à tes copains. Ouais, c'est pas faux. Non, mais en fait, tu vois, en fait, c'est ça qui est génial. C'est que là, on va voir un Commandant Saint-Barth, on va se dire, il y a du Florent Père dedans. Alors, je pense que le curseur, finalement, est quand même bien poussé. Mais
on va voir aussi on va aussi voir du toi, et ça, je pense que ça va nous faire du bien, de voir l'artiste tel qu'il est avec un curseur poussé à fond. Bah ouais, je pense, t'as bien analysé le truc. Mais c'est pour ça, tu sais, moi je crois vachement aux séries qui, quand à un moment, un personnage rencontre son interprète, quoi, tu vois. Et là, moi, c'est la sensation que j'ai eue, quoi, en lisant le truc. Je dis, putain, mais bon, je sais qu'ils l'ont pas écrit pour moi, mais c'est la sensation que c'est écrit pour moi. Et puis j'appelle mon agent, je dis, mais je suis Saint-Barth, c'est moi, je veux le faire, il y a pas de cas où, tu vois. Et j'ai repassé des essais parce qu'il fallait convaincre tout le monde, tu vois. Donc j'ai fait, et justement, quand on te dit OK, Florence, ce sera toi le commandant Saint-Barth. Bon, ça a été une libération parce que ça a été très long, la réponse, tu vois. C'est-à-dire plusieurs mois? Ah ouais, presque 6 mois entre le moment où je lis et au moment où je suis validé, quoi, tu vois. Donc très très long d'attente, donc ça a rendu le truc encore plus génial. Ouais. Mais je savais ce que je voulais en faire et tout ça, et je savais où est-ce que ça correspondait à mon énergie, ce que ça m'offrait aussi d'autres que j'avais pas montré, genre des scènes d'émotion où d'un coup le gars, parce qu'il retrouve sa première chérie qu'il a un peu abandonné lâchement 17 ans auparavant. Il revient pour essayer d'élucider l'affaire de son père qui est accusé d'assassinat et qui s'est échappé, quoi, donc qui est en cavale. Mais lui, il est persuadé qu'il est innocent. Donc, il vient aussi pour se reconfronter à son passé, à ses fantômes, à ses angoisses. Donc, il y a aussi des scènes d'émotion. Je me dis, putain, je vais pouvoir aussi aller là-dedans, travailler ça, montrer que je sais le faire, et en même temps avec la pression de est-ce que je vais bien le faire, parce que la comédie, je sais faire, mais là. Donc, c'est hyper ambitieux. Et en même temps, je me dis, mais c'est le plus beau bac à sable que je puisse avoir. Et je vais m'amuser comme un fou, et je vais travailler, ça va être génial, et machin. Donc, c'est... Et en plus, la série est là en novembre, du soleil, du sable fin. Ouais, ça fera du bien. Ben, ça fait du bien à tout le monde. Bien sûr. T'as envie de ça en plein hiver, t'as envie d'avoir des gens bronzés, souriants, et un mec qui fait du surf, du ski nautique. C'est mes good vibes et c'est familial et j'aime trop. On a trop hâte de découvrir Commandant Saint-Barth. C'est premier épisode diffusé sur TF1 ce jeudi. Je vous referai un petit topo, je vous remettrai le petit lien pour voir Flo. Merci, et moi, je serai évidemment devant ma télé et j'ai vu l'affiche, j'ai vu quelques petites images et je sais que c'est vraiment, je vous le dis, c'est génial. C'est génial. Écoutez, Inès. Ouais, non, mais vraiment. Non, mais je le dirais pas si je le pensais pas. Alors, évidemment, il y a de l'affect. Évidemment, je t'adore et je suis hyper contente qu'on puisse en parler dans le podcast. Mais au-delà de ça, et puis je te connais, je sais que tu as bossé comme un dingue. Ouais, ça, c'est vrai. En fait, t'es pas arrivé là en toute détente. Je sais que tu as bossé ce personnage du début à la fin et que rien n'a été laissé au hasard. Et... Non, tu as raison, mais parce que c'est aussi ma manière de travailler. Et puis, c'était l'occasion pour moi. Tu vois, il est très sportif, il est torse nu souvent et tout. Donc, moi, dans ma tête, je me dis, bon, bah, mais j'avais fait pareil dans avec les stars, mais j'étais là en pire. Mais je dis, si on voit torse nu, il n'y aura pas un petit bourrelet qui dépassera. On va voir torse nu, il va falloir qu'il y ait des abdos, qu'il y ait du pec. Donc, régime, préparation physique avant, mais genre 6 mois avant le tournage et pendant les 4 mois de tournage. Donc, finalement, la vie. J'ai eu Saint-Barth, moi j'ai respiré Saint-Barth pendant presque 1 an, si tu veux, quoi. Mais c'est comme ça que j'aborde ce métier, comme je rêvais d'avoir un genre une partition qui me prenne autant. Donc, alors, je vais faire le lien parce que tu parlais de Danse avec les stars justement, et effectivement, vu qu'on a partagé l'aventure Danse avec les stars ensemble, c'était l'année dernière. C'était il y a 1 an et demi. Non, c'était 2022. Et on est c'était il y a 2 ans. Ouais. C'était il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. C'était il y a 2 ans, on a partagé l'aventure ensemble. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Je disais dans l'introduction que s'il y avait certainement eu un avant-après Danse avec les stars, tu m'as confirmé que c'était aussi ça. Pourquoi, à ton avis, il y a eu un avant-après Danse avec les stars? Déjà, il y a un avant et un après pour moi, dans ma manière d'aborder ce métier. C'est-à-dire c'est d'oser venir le faire, se mettre en danger, puis de se dire je vais la faire, cette émission, en fait, sans crainte que ça puisse d'avoir des jugements ou un regard de certaines personnes ou du métier où tu dis est-ce que je dois le faire, tu vois, c'est toujours un peu on sait pas trop, sachant qu'on t'a proposé plusieurs fois de faire Danse avec les stars. Je voulais pas la faire parce que j'avais peur, je me disais mais est-ce que c'est vraiment ma place, comme énormément d'artistes, mais je sais, on en a parlé pendant l'émission et tout, et à un moment je dis putain mais merde, en fait c'est du divertissement. C'est un des plus gros, si ce n'est le plus gros, enfin un des plus gros, parce que c'est vrai qu'il y a The Voice, il y a Starac et tout, mais voilà, il y en a 3 quoi. C'est un énorme show. Toi, ce que t'aimes, c'est divertir les gens, c'est les comédies musicales, c'est voir les gens danser, c'est des gros shows où d'un coup les gens ont des étoiles plein les yeux. Et Danse avec les stars, c'est ça. Donc
ça a été un switch dans ma tête aussi d'accepter de le faire en se disant, t'es un mec, t'aimes les entertainers, les performeurs américains, c'est l'occasion, je te dis pas que j'étais au niveau des mecs de Broadway, mais c'était mon petit Broadway à moi, quoi, tu vois. Et donc fais-le. T'as aimé cette aventure ? Mais c'est pas que j'ai aimé, et tu y es aussi pour beaucoup, mais j'ai adoré la mise en danger, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur toi, mais je te le dis sincèrement, ma nénesse, c'est sans vanne, non mais vraiment, parce que ça aurait pu ne pas se passer comme ça avec d'autres danseuses. Il y a eu une belle alchimie. Mais c'était ouf, parce qu'on a abordé les choses de la même manière, par le travail, par la rigueur, donc c'était le kiff, et en même temps on a beaucoup ri, et voilà, t'as supporté. Ah bon non mais t'as été aussi assez intelligente pour supporter mes vannes et ma manière de communiquer comme ça par l'humour, ça peut être lourd. Et ça a été 2 mois où j'ai cru que j'étais danseur professionnel. Tu l'étais un peu. Franchement, de ma vision des choses, tu l'étais. Ah, je te remercie. Non, mais tu sais que je fais toujours le parallèle entre le tournage de Saint-Barth et Danser avec les stars, parce que c'est 2 périodes de ma vie où d'un coup, il y a un seul truc qui dirige ta vie, où moi j'ai l'habitude, comme toi, d'avoir plusieurs trucs en même temps, dans plusieurs sollicitations en même temps, et ton attaché de presse qui t'appelle, qui dit tu penseras parce que tu te souviens qu'il y a la promo du One Man, et puis ton agent qui dit lis ça, et ton pote qui dit attends, la production du One Man, et donc tu es là, il y a 1000 trucs, et c'est génial et c'est chiant en même temps, c'est trop de sollicitations. Là, c'est des projets où ils se disent ah non mais il danse 6 heures par jour, il a le prime là, il a que ça, on peut pas l'embêter avec ça. Et alors d'un coup, tout le bruit autour cesse, et tu as un objectif et tu ne vis que pour ça. Et tu te lèves le matin et tu fais tes étirements parce que tu vas danser et tu dois t'échauffer et tu manges bien et du machin là. Et Saint-Barth, c'était pareil. Ouais. Je n'avais que ça et on ne me sollicitait pas pour autre chose. Et ça motivait. Il y avait une seule direction. Ouais. Et c'est 2 périodes de ma vie où j'ai rarement été aussi heureux, pleinement heureux. Oh, wow. Je suis heureux dans la vie. Oui. Mais j'ai de la chance et tout, mais pleinement heureux, où tu as une pleine joie, où tu te dis putain, mais quel kiff et tout. Il n'y a pas de. C'est Danser avec les stars, grâce à l'émission et beaucoup grâce à toi. Et Saint-Barth, quoi. Et non, Danser avec les stars, c'est une expérience que j'ai adorée de fond en comble. Est-ce que tu as eu l'impression que... Bon, là, le diffuseur était donc TF1, on est diffusé sur TF1, Danser avec les stars. Commandant Saint-Barth est diffusé sur TF1. Ouais. Est-ce que tu as eu l'impression que TF1 a appris à découvrir d'une nouvelle manière, peut-être, et s'est dit, Florent a cartonné dans l'émission, les gens l'ont adoré, est-ce qu'on n'essaierait pas de lui faire confiance sur un projet ? Certainement, oui, en partie, ça a dû finir d'enfoncer des portes dans lesquelles... mais c'est sûr, non, mais bien sûr, parce qu'un TF1, c'est une chaîne de divertissement en partie, et quand elle fait des séries ou des fictions, et qu'elle mise sur une personne pour porter un projet, elle veut que ça marche. Bien sûr. Donc, si auparavant, tu as fait d'autres projets chez eux, et que par les réseaux sociaux, par les audiences, par les retours des réseaux sociaux qui maintenant font des retours quasiment directs, ils voient une affection ou un amour pour toi ou un intérêt du public pour toi, évidemment que ça fait pencher la balance. C'est venu finir de les convaincre, si tu veux, à un endroit où ça fait 10 ans que je fais du divertissement, des années où tu essayes de sur scène et tout ça, donc c'est sûr que ça... Et puis aussi, ils m'ont vu à des endroits où ils ne m'avaient pas vu, c'est-à-dire que quand on fait ce tango où c'est beaucoup plus sombre, où d'un coup ils me voient arrêter de faire des vannes et ils découvrent un moi plus sombre ou peut-être plus sexy ou plus sensuel, parce qu'ils ne se sont pas dit, quand je me jette en haut du décor penché, ils ne se disent pas tiens, le gars peut être sexy, forcément. Donc d'un coup, ils se disent ah ouais, on n'avait pas vu comme ça, plus sombre, plus fermé peut-être, je sais pas. C'est vrai que dans chacune de nos performances sur Danse avec les stars, et c'est l'émission aussi qui veut ça, mais je trouve que particulièrement notre année et notre binôme, on a réussi à instaurer chaque semaine un personnage différent. Et moi, je l'ai vraiment aussi senti, tu vois, en tant que danseuse cette saison, que j'ai dû jouer. Je me suis adaptée, évidemment, je m'adapte à la célébrité avec laquelle je partage l'aventure. Et là, j'ai dû jouer chaque semaine un vrai personnage différent. Et ça a été hyper agréable pour moi, hyper agréable pour notre binôme. Et je sais que les retours des gens ont été aussi « Ah, on ne voit pas souvent Florent dans ce registre-là. Ouais. » Et c'est donc gagné, quoi, tu vois. Mais c'est aussi ce que je visais en faisant l'émission, et on a réussi à le faire. Et je pense qu'effectivement, ça a fini de convaincre les personnes qu'il fallait convaincre. Et tant mieux. Alors, on va jouer au tarot ? Non, c'est un petit oracle des anges. Si vous nous rejoignez, que c'est la première fois que vous regardez un podcast d'Avec ou sans sucre sur YouTube, ou que vous nous écoutez bien sûr en podcast audio, le petit oracle des anges, c'est un oracle que j'utilise assez régulièrement. Voilà, c'est que des messages positifs. Alors, je vais te laisser te poser dans ta tête, je ne veux pas savoir, ça te regarde, une question, penser à quelqu'un, quelque chose, à une situation. Pose-toi une question pour toi ou pour quelqu'un que t'aimes, qu'importe, je ne veux pas savoir. Oh putain.
C'est le vœu de l'étoile filante, quoi. Un petit Et peu. après, je vais avoir la réponse dans la carte. Alors, tu vas avoir un message des anges pour te guider. C'est une guidance. Mais c'est horrible. Oh, je ne veux pas savoir. Qu'est-ce qui te vient là tout de suite? Réfléchis pas. Est-ce que tu peux couper avec ta main gauche, Flo, s'il te plaît, le jeu? Putain, La main du côté m'a du fait cœur. mentaliste. Et est-ce que tu peux nous lire cette carte-là, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous la lire sans nous dire de quoi parler ta question, ton questionnement? Please. Ça, c'est rigolo, quand même. Tu peux nous lire la carte? Ah, c'est fou. Non, mais franchement, Mais je sais. c'est dément. Moi, je sais. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Non, mais c'est fou. On l'a jamais eu cette carte encore dans Avec ou Ne sans sucre. t'inquiète pas, reste dans l'amour. Non, mais c'est dément. Regarde. Je te crois. Je sais à quel point moi. Tu sais que je t'adore, mon Flo. Ah non, mais c'est ouf. Moi, il y a des matins. Alors, pas tous les matins, ça dépend de mes questionnements, mais je me tire une petite carte comme ça. Tu te tires des petites cartes. Ouais. C'est important. Ouais. Et on a des anges qui nous entourent. Tu sais. Non, mais là, c'est fou. Hein. C'est vraiment fou. Je te jure. Parce que j'ai pensé à ça. Est-ce que C'est la réponse. Tu prends en photo la carte, Flo, s'il te plaît, pour toi. Prends-la en photo. C'est ouf. Et tu y penseras quand on aura besoin. Tu liras la carte quand on aura envie. Non, mais c'est beau parce que c'est un travail que je fais sur moi aussi assez. Tu es très comme ça. Je suis très comme ça, mais depuis peu. Enfin, j'ai compris ça depuis. La période Danser avec les stars. Ouais. Et, moi, tu m'as inculqué ça aussi. Ah ouais, bah tant mieux. Mais j'y travaille. Et je pense que c'est effectivement la réponse à plein de choses. Mais là, bah, c'est fou. Non, là, c'est fou parce que j'ai pensé. Bon, bref, bon écoute, c'est trop bien. Ah, je suis hyper contente. Tu t'en vas? Non. Ah, d'accord. Voilà, on se bat. J'aime immortaliser ce moment. En fait, parce que c'est fini, on parle pas de moi? D'accord. Donc, elle me dit, ouais, on va parler de toi. Bon, pas du tout. Et Nénès par-ci, et Nénès par-là. J'ai même pas pu raconter ma vie. J'aime immortaliser. En fait, pourquoi je fais la photo? Salut les loups. C'est vrai, on fait la photo. Mais pourquoi à ce moment-là du podcast? Parce qu'on vient de tirer la carte et il y a plein d'émotions souvent à ce moment-là. Ouais. Et du coup, quand je vais re-regarder le pot-là, je vais me souvenir de ce moment-là. Ouais. Est-ce que l'un de vous deux, les copains, peut faire une photo, s'il vous plaît? Merci Thibaut. Thank you so much. Bien, mon Flo. 3, 2, 1. J'espère qu'elle n'est pas floue. Oh, j'ai perdu ma boucle d'oreille. Merci beaucoup Thibaut. Mon Flo, ça y est, c'est déjà le moment de ne plus parler de moi. Je suis pas frustré. J'ai J'espère rien pu dire. J'espère que tu as passé un bon moment dans Avec ou sans sucre. Moi, j'étais ravie de pouvoir t'accueillir, Merci. de pouvoir retracer un peu ta vie, ton parcours, ton enfance. J'ai trop parlé. Non, pas du tout. Les doutes que tu as pu avoir. En fait, c'est ça aussi le podcast, c'est on te voit, on allume la télé, on sait qui tu es dans la rue. Voilà, je veux dire, tu passes pas inaperçu, on sait qui tu es, mais non, on sait pas qui tu es. On sait qui est la personne qu'on voit à la télé. On te voit, oui, mais si, c'est le gars de... Et en fait, moi, mon but dans Danse avec les stars, c'est, ça je te l'ai toujours dit, ma mission, elle sera réussie, non pas si on gagne Danse avec les stars, en vrai, je m'en fous un peu de ça, mais si on apprend à te connaître, si on apprend à connaître mes partenaires et si on apprend à s'attacher à qui sont ces hommes, en fait, derrière ces personnalités publiques. Ouais, t'es un homme. Et t'es un homme hyper sympa et t'es un homme que j'aime vraiment beaucoup. Merci, Manu. Et donc, en fait, le podcast, il est aussi fait pour ça. Donc, je suis trop contente que tu aies accepté. Évidemment, on espère on te souhaite tout le succès possible pour la suite, pour Comment dans Saint-Barth aussi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la vidéo et bien évidemment à être au rendez-vous sur TF1, 21h10, 21h15. Voilà. Après le tirage de l'euro million, peut-être. Oh, est-ce que ce serait moi ce jour-là? Ça serait fort. Ah, attends. Tu peux le savoir? Oui, je peux le savoir. Non. Si. Est-ce que putain, je peux avoir ce serait exceptionnel. Merci. Ah non, c'est un jeudi? Ouais. Alors, non, il n'y a pas de tirage de jeudi. Je décale. Quand est-ce que tu présentes l'euro million? Alors, non, c'est dommage. C'est donc toi, ta série, c'est le 21 novembre. Donc, c'est ce jeudi 21 novembre. Malheureusement, non, ça sera... Pas toi. Non, il n'y a pas de tirage le 21 novembre. Mais c'est pas grave, je serai quand même au rendez-vous et je vous conseille de regarder. J'espère qu'il y aura des millions de téléspectateurs. C'est combien d'épisodes? 6.
3 semaines de diffusion, 2 épisodes par soir. 2 épisodes par soir, alors restez bien au rendez-vous. En tout cas, je vous embrasse, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser... Attends, non, mais tu vas pas t'en tirer comme ça. Comment? Ben, moi aussi, j'ai le droit de dire que j'étais content d'être ici, que le podcast de Nénès, franchement, c'est de la bombe, je te le dis. C'est hyper agréable, tu as une écoute d'enfer. C'est hyper agréable, on a envie de te parler, on a envie de se livrer un peu, d'être un peu moins, en ce qui me concerne, d'être un peu plus, t'en es bien, on est chez toi, c'est un peu plus, c'est plus intime, franchement, c'est canon ce que tu fais. Merci. Je sais qu'il marche déjà très bien, mais il va marcher encore plus, et je pense que ça peut ouvrir d'autres voies, parce que de te voir comme ça, dans l'écoute, t'es trop forte dans ce truc-là. Non, merci mon Flo-Flo. Donc, longue vie à ce podcast. C'est gentil, merci du fond du cœur. Comment continuer après une telle fin? En vous disant que je vous embrasse, qu'on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode d'Avec ou sans sucre. Merci d'être aussi nombreux. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Il sera moins bien la semaine prochaine. C'est pas grave.